Les jeunes sourds du Québec au regard du VIH et des ITSS entre confiance et manque de connaissances. Un enjeu collectif. Résumé. Le Québec fait piètre figure quant au service d'éducation en santé sexuelle pour les personnes sourdes utilisant une langue signée. L'article présente les résultats d'une recherche à devis mixte, unique au Québec, comprenant 14 entrevues en langue des signes québécoise, LSQ. Et 56 questionnaires bilingues, français ou LSQ, complétés par des jeunes sourds. Confiants de trouver une information adéquate via leur père ou Internet, les jeunes présentent toutefois un score moyen de 63 %. Se rapportant aux connaissances documentées par le questionnaire au sujet des ITSS, dont le VIH-Sida. Ce constat nous porte à croire qu'il est nécessaire de faire davantage de promotion auprès des intervenants en santé, ainsi qu'auprès des jeunes sourds pour un site Internet adapté. L'étude exploratoire menée permet également de conclure qu'il importe de former les jeunes à juger de la fiabilité de l'information récoltée sur Internet. Ce projet de recherche a bénéficié du soutien de la Coalition SIDA des sourds du Québec. La santé sexuelle chez les jeunes sourds. Les jeunes sourds du Québec constituent un groupe minoritaire défavorisé en ce qui concerne l'accès à des sources formelles d'informations adaptées au sujet de la santé sexuelle. De manière générale, et ceci est vrai pour le Québec comme ce l'est probablement dans d'autres régions du monde. Le personnel en santé manque de sensibilité et de compétences culturelles à l'égard des personnes sourdes, ce qui nuit à l'établissement d'un lien de confiance entre soignants et soignés. Ce lien de confiance étant pourtant essentiel quand vient le temps d'aborder la santé sexuelle. Au Québec, un seul organisme de 3 employés, la Coalition SIDA des sourds du Québec, CSSQ, détient le mandat provincial de répondre aux besoins individuels d'information et d'accompagnement en santé sexuelle d'environ 5 000 à 6 000 personnes, en plus d'être invité régulièrement dans les organismes et les écoles à travers la province pour donner de l'information à des groupes de personnes sourdes. Pourtant, les sourds constituent un groupe vulnérable aux ITSS, dont le VIH-Sida. Aux États-Unis, le nombre de cas de VIH-Sida chez les sourds est estimé entre 8 000 et 40 000 selon Winningham, Gore Felton, Galty, Seal and Thornton 2008. D'après un portrait de la communauté sourde dans l'État du Maryland, le nombre de sourds atteints représente 4,3 % de la population sourde
comparativement à 0,39 de la population générale. De telles données sont inexistantes au Québec. C'est pourquoi il est actuellement impossible d'obtenir un portrait statistique fiable de la situation en territoire québécois. Néanmoins, il est possible d'estimer qu'il en va de même au Québec, si ce n'est pire, étant donné la rareté des services en santé sexuelle adaptés aux personnes sourdes. Conséquemment, aucune donnée n'a jamais été colligée au Québec sur le niveau de connaissance des jeunes ou sur leur expérience en lien avec la santé. Les résultats des études américaines indiquent que les jeunes sourds présentent un niveau de connaissance en santé sexuelle moindre que leurs pairs entendants. Étant généralement issus de familles entendantes avec qui ils ne partagent pas la langue première de communication, les jeunes sourds sont susceptibles d'être privés d'informations essentielles en lien avec la santé sexuelle, qui sont habituellement échangées dans un contexte informel de discussion familiale. Une langue auditivo-verbale, telle que le français, constitue pour les jeunes sourds du Québec une langue seconde, dont la syntaxe et les modalités d'expression diffèrent grandement de la langue des signes québécoise, LSQ. C'est pourquoi le niveau de lecture des sourds est en moyenne très bas. Leur capacité à comprendre l'information écrite dans les dépliants et sur les sites Internet en lien avec la santé est donc généralement restreinte. On peut donc présumer que les jeunes sourds sont privés d'une partie de l'information essentielle à leur santé sexuelle. Or, la littérature récente sur le sujet se fait rare. Donnelly, Wishting, 2014, Goldstein et Hall, 2015, Klein, 2011, Winningham et Hall, 2008, Zoda, 2012. Ce qui permet de douter de sa pertinence actuelle. Pour les raisons mentionnées ci-haut, les jeunes sourds constituent sans contredit un groupe vulnérable aux ITSS, dont le VIH-Sida. Cependant, les expériences et les connaissances en santé sexuelle des jeunes sourds québécois demeurent inexplorées. Les besoins de cette clientèle demeurent méconnus et, conséquemment, il en va de même pour les cibles d'intervention de la CSSQ. Ainsi, le présent article représente les résultats d'une recherche actuellement en cours visant justement à évaluer les habitudes de vie et les connaissances concernant la santé sexuelle, ITSS incluant le VIH-Sida, des jeunes sourds sur l'ensemble du territoire québécois afin d'aborder de façon exploratoire les enjeux que rencontre cette population lorsqu'elle cherche des informations concernant la santé sexuelle. Que dit la littérature sur le sujet? Depuis les années 1990, pas moins d'une quinzaine d'études américaines sur le sujet de l'éducation sexuelle offertes aux jeunes sourds ont été publiées, et aucune ne l'a été au Québec. Pour cette raison, seule une infime partie de la littérature parcourue considère Internet comme une source d'information utilisée par les jeunes. Ainsi, l'usage d'Internet par les jeunes semble sous-représenté par la littérature existante et son importance dans la vie des jeunes semble largement sous-estimée.
Conséquemment, les données actuellement disponibles sont potentiellement obsolètes. C'est pourquoi le présent projet de recherche s'avère essentiel pour combler un fossé de connaissances au sujet des sources d'information, des connaissances et des expériences en santé sexuelle des jeunes sourds. L'intérêt d'explorer les connaissances et les expériences des jeunes sourds pour tenter de mieux cerner les comportements sexuels à risque s'inscrit dans un contexte où, d'une part, les jeunes ont plus que jamais accès à Internet comme médium d'information. D'autre part, la totalité des participants à l'étude se trouvait à l'école primaire ou secondaire au début des années 2000 et, conséquemment, a vu les cours d'éducation à la sexualité graduellement exclus du cursus scolaire avec l'arrivée de la réforme implantée par le Parti québécois alors au pouvoir. D'abord, en partie tributaire d'un apprentissage passif sur les bancs d'école, l'éducation à la sexualité est devenue entièrement dépendante d'un apprentissage actif de la part des jeunes qui doivent à présent rechercher une information qui ne leur est pas fournie d'emblée en contexte scolaire. Relation avec les parents. D'emblée, il importe de rappeler une réalité souvent ignorée par les personnes extérieures à la communauté sourde. Environ 90% des enfants sourds sont issus d'au moins un parent entendant, ce qui fait que la langue première d'une personne sourde qui utilise la LSQ n'est généralement pas sa langue maternelle. Gabriel et Getch, 2001, expliquent qu'en plus d'être confrontés aux mêmes défis que les parents d'enfants entendants, les parents entendants d'enfants sourds font face à des enjeux particuliers en lien avec la santé sexuelle, à commencer par la communication. Smith, Massey Stoke et Liebert, 2012, mentionnent que l'acquisition par les parents du vocabulaire adéquat dans une langue signée pour être en mesure de discuter avec leur enfant sourd sur le sujet lié à la santé, tels que la puberté, la sexualité, la consommation de tabac, de drogue et d'alcool, présente un défi de taille. Conséquemment, des obstacles à la communication entre parents entendants et enfants sourds demeurent. Entraînant la distanciation du jeune par rapport à sa famille et, ultimement, l'isolement de l'enfant. Selon Willis, 2011, le malaise, le manque de connaissances au sujet de la sexualité et des difficultés de communication comptent aussi parmi les facteurs qui expliquent que les parents évitent de parler de sexualité à leurs jeunes, ce qui est susceptible d'être encore plus marqué au sein de la communauté sourde. En effet, le caractère imagé et explicite des signes en lien avec la sexualité accentue la gêne de certains parents qui perçoivent que l'éducation sexuelle des jeunes fait partie du rôle de l'institution scolaire. Ces facteurs expliquent la réticence des parents à transmettre de l'information sur la sexualité à leurs jeunes sourds. Zoda, 2015, rapporte que les personnes sourdes se tournent d'emblée vers leurs amis et leurs familles pour obtenir de l'information en lien avec la santé sexuelle
alors que les entendants se réfèrent davantage à de l'information écrite. Or, les personnes de l'entourage qui ne sont pas des experts au sujet du VIH peuvent transmettre aux personnes sourdes de l'information erronée contenant des erreurs factuelles et des informations désuètes ou inadéquates, ce qui est susceptible d'augmenter le risque de transmission du VIH chez les personnes sourdes. Sources d'informations utilisées Internet. Goldstein et al. 2010 rapportent que 70% des étudiants sourds américains reçoivent de l'information en lien avec le VIH à l'école, suivi d'Internet 56%, des amis 52%, de la famille 44% et de la télévision 44% comme autre source d'information. Selon Francavillo, 2009, les jeunes sourds préfèrent, plutôt par ordre d'importance, les pères, les parents, l'école et Internet, cette dernière source étant désignée comme la moins répandue. En tant que source d'information la plus fréquemment utilisée, les pairs sont néanmoins susceptibles de nuire à la prise de décision en matière de santé sexuelle. Francavillo reconnaît qu'Internet est devenu la méthode éducationnelle en lien avec la santé dont la croissance est la plus rapide. Malheureusement, une proportion non négligeable des informations retrouvées sur Internet est exempte de support visuel. Leur compréhension nécessite un niveau suffisant de littératie pour s'approprier le contenu disponible, ce qui désavantage bon nombre de sourds. Le niveau de lecture moyen d'un diplômé sourd du high school américain correspondant au niveau de la quatrième ou la cinquième année du primaire chez un entendant. Carras et Ritamaki, 2012, rapportent que de nombreux participants ont senti le besoin, au moment d'entrer dans l'âge adulte, de développer leur autonomie et leur indépendance, particulièrement par rapport à leurs parents. Internet est alors perçu comme un moyen d'exercer son indépendance en permettant à la personne d'acquérir de l'information sur la santé sans l'aide d'autrui. Smith et al. 2012 reconnaissent que l'Internet peut être particulièrement attrayant pour les jeunes sourds, étant donné qu'il s'agit d'un médium perçu comme visuel. Selon les participants sourds et entendants, N égale 67, à l'étude de Sutter et McCracken et Callam 2012, les pères 42% et la mère 27% sont les sources d'information les plus crédibles. Seule une minorité de participants ont identifié Internet et les livres 16% et l'école 12% comme des sources fiables. Il apparaît discutable de considérer Internet et les livres comme un seul et même type de source d'information, étant donné que l'accès à du matériel visuel est facilité via Internet, alors qu'il en va différemment avec les livres, ce qui laisse supposer que si les deux médias avaient été jugés séparément, Internet aurait pu être davantage reconnu pour sa popularité auprès des jeunes. Parmi les sources d'informations en santé sexuelle identifiées, la prépondérance d'Internet ne fait pas consensus au sein des auteurs. Toutefois, son importance croissante est admise à l'unanimité.
Les pères. Les jeunes sourds paraissent davantage vulnérables que les jeunes entendants à la désinformation provenant de leurs pairs au sujet de la santé sexuelle. Malgré le fait que les adolescents en général et leurs parents considèrent la communication parent-enfant comme la méthode préférable d'éducation à la sexualité. Les adolescents préfèrent des sources d'informations moins formelles, telles que leurs pairs et les médias. Ce phénomène semble encore davantage marqué chez les jeunes sourds. Selon Pryor, 2014, ce rôle central des pairs dans la socialisation sexuelle serait d'autant plus marqué chez les jeunes sourds en raison, entre autres, de la difficulté d'accès à l'information disponible autrement. Nombreuses sont les études qui font ressortir l'importance des pairs pour les jeunes sourds comme source première d'information en lien avec la santé sexuelle. Esmail, Krupa, McNeil et McKenzie, 2010, mentionnent que l'éducation sexuelle des jeunes sourds et malentendants se fait via l'observation de leur père et de la fratrie, ce qui constitue un apprentissage dit accidentel. Les participants à l'étude de Esmail et al. 2010 admettent néanmoins que ce type d'apprentissage peut conduire à une conduite sexuelle non sécuritaire. Explorer les besoins et les stratégies de recherche d'information des jeunes sourds du Québec. Quelques repères méthodologiques. La recherche dont les données sont présentées dans le présent article vise l'exploration des connaissances et des expériences des jeunes sourds québécois en lien avec la santé sexuelle, afin de pouvoir déterminer 1. Quels sont les besoins spécifiques des jeunes sourds et malentendants en matière d'éducation à la santé sexuelle, et 2. Quelles sont les sources d'informations en lien avec le VIH-Sida et les ITSS utilisées par ces jeunes. Pour ce faire, le devis retenu est mixte, concomitant imbriqué avec une dominance du paradigme qualitatif. Les données quantitatives proviennent d'un questionnaire auto-administré accessible en ligne, disponible en français et en vidéo en LSQ, permettant d'étayer les connaissances des jeunes en lien avec la santé sexuelle. Simultanément à la passation des questionnaires, des entrevues ont été menées auprès des jeunes sourds, permettant ainsi de mettre en relation la manière dont ils décrivent qualitativement leur expérience en lien avec la santé sexuelle et les données quantitatives concernant leurs connaissances factuelles sur le sujet. Les écrits scientifiques sur la question ont permis d'établir les prémices de la recherche supposant que les personnes sourdes sont privées d'une partie des informations en santé sexuelle, principalement parce que leur langue première de communication, la LSQ, est une langue minoritaire non partagée par la majorité des parents d'enfants sourds. Pas plus que par les fournisseurs de services en santé sexuelle. Cette situation influerait grandement sur la façon dont les personnes sourdes cherchent et se procurent de l'information au besoin. Pour cette raison, il est permis de penser qu'en majorité,
Les jeunes sourds ne détiennent pas des connaissances adéquates concernant les modes de transmission des ITSS, dont le VIH-Sida, ou concernant les moyens de protection contre celle-ci. Afin de mener à bien notre étude, 9 éléments du questionnaire en ligne ont été considérés comme des mesures fiables des connaissances concernant la transmission des ITSS, dont le VIH-Sida, et 9 autres concernant les moyens de protection. Par exemple, l'affirmation suivante: les personnes sourdes peuvent contracter le VIH ou une autre ITSS concerne la transmission des ITSS, et cette autre affirmation est en lien avec les moyens de protection. Un contraceptif oral protège contre les ITSS. Les répondants au questionnaire en ligne devaient indiquer leur accord, vrai, ou leur désaccord, faux, en lien avec l'affirmation. Lors de l'évaluation du score des connaissances via le questionnaire en ligne, le choix de réponse «Je ne sais pas» à une question en lien avec les ITSS, incluant le VIH-Sida, était considéré comme mauvais, étant donné qu'il signifie l'absence de certitude quant à la réponse exacte. Échantillon et recrutement. Le recrutement des participants pour le questionnaire et pour l'entrevue a été possible grâce à un appel général via le réseau de contacts de la CSSQ. Vidéo en LSQ ou en langue des signes américaine, American Sign Language, ASL, et texte explicatif sur le site Internet, sur la page Facebook de l'organisme et via courriel. Il s'agit d'un échantillonnage volontaire, de convenance et non probabiliste. Les répondants au questionnaire étaient invités à indiquer leur intérêt à être recontactés pour participer à une entrevue. En outre, des participants supplémentaires ont été recrutés pour des entrevues via le réseau social Facebook et via l'Association québécoise des parents avec enfants avec problèmes auditifs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Lors des entrevues, les participants étaient invités à remplir le questionnaire en ligne. 2 échantillons indépendants, non exclusifs, ont donc été élaborés à partir de la même population. Soit 14 participants aux entrevues individuelles et 56 répondants au questionnaire, qui constituent des échantillons préliminaires étant donné que la collecte est toujours en cours actuellement. Les critères d'inclusion pour le devis mixte étaient les suivants. Être résident du Québec. Les critères d'exclusion étaient les suivants. Déficit cognitif rendant impossible la compréhension du formulaire de consentement à la recherche, s'exprimer dans une autre langue que le français, l'anglais, la LSQ ou la SL. À noter que le fait de s'identifier comme malentendant a été ajouté comme critère d'exclusion seulement pour les entrevues qualitatives. Afin d'explorer l'expérience vécue uniquement par un échantillon de sourds, étant donné qu'il compose une majorité de l'échantillon quantitatif. En effet, les 2 tiers, 38 sur 56 des répondants au questionnaire en ligne se sont identifiés comme sourds gestuels et 18 10 sur 56 comme sourds oralistes, pour un total de 86 de l'échantillon.
tandis que les 8 derniers répondants se sont identifiés comme malentendants. L'âge moyen des 56 répondants au questionnaire est de 25 ans, 16 à 30, avec un écart type de 3,98 ans. Il est composé de 24 hommes, d'un homme trans et de 31 femmes. Les 14 participants aux entrevues qualitatives ont quant à eux un âge moyen de 26 ans. Parmi eux se trouvait un nombre identique d'hommes et de femmes. 12 participants se sont identifiés comme hétérosexuels, une femme et un homme comme homosexuels. À part égale, les participants étaient soit en couple fermé, n égale 7, ou sans partenaire, n égale 7. Questionnaire. Un questionnaire auto-administré accessible en ligne avec la plateforme SurveyMonkey a été utilisé. Il comportait des questions relatives aux connaissances et aux expériences en lien avec la santé sexuelle, en plus d'un questionnaire sociodémographique. Au total, 50 questions composaient l'outil de collecte quantitatif, 13 questions sur la vie sexuelle, 7 questions sur la santé sexuelle, 6 questions sur la relation avec le ou la partenaire, si applicable, 18 questions sur les connaissances en lien avec les ITSS, incluant le VIH-Sida, et finalement 6 questions sur les connaissances en lien avec la CSSQ. À ce jour, le nombre de répondants représente près de 1% de la population sourde québécoise, ce qui permet déjà de croire en une bonne représentativité populationnelle de l'échantillon. Entrevue. Les entrevues qualitatives ont été menées dans la langue préférée par le participant, soit le français, soit la LSQ, par 2 chercheurs entendants accompagnés par un interprète français LSQ au besoin et directement en LSQ dans le cas de l'assistant de recherche sourd. Le guide d'entrevue comportait 2 volets. D'abord, les sources d'informations en lien avec la santé sexuelle, puis l'amélioration de l'accès à l'information concernant le VIH-Sida et les ITSS, en plus d'un questionnaire sociodémographique. La rencontre entre le participant et le chercheur durait entre 20 et 90 minutes. 2 des auteurs du présent article ont mené des entrevues jusqu'à une relative saturation des données. Ce qui permet de hausser la crédibilité des données recueillies, d'une part grâce à la triangulation des chercheurs, mais également grâce à une connaissance approfondie du groupe que constituent les sourds par les 2 chercheurs principaux. Analyse des données. Le logiciel SPSS Statistics version 24 a été utilisé pour faire l'analyse des données quantitatives. Des tests de tendance centrale ont été effectués avec une valeur P de 0,05. Quant aux entrevues, elles ont été transcrites intégralement puis analysées selon la méthode de méta-analyse matricielle présentée par Miles, Huberman et Saldana, 2014. Qui consiste à inclure toutes les données pertinentes et significatives provenant de chaque cas individuel et à les condenser sous forme de tableaux organisés selon les codes descriptifs ou codes in vivo. Par la suite, au fil de l'analyse matricielle,
la division ou le regroupement des données permet de raffiner leur classification sous forme d'unités cohérentes. Ainsi, il est possible de dégager plus clairement les phénomènes d'intérêt abordés en entrevue. Afin de tenter de répondre aux deux questions de recherche évoquées ci haut, des thèmes centraux ont émergé de l'analyse. En cours de processus, la chercheuse responsable de l'analyse matricielle s'est assurée d'échanger avec les deux autres chercheurs ayant mené les entrevues afin de faire approuver son raisonnement, permettant ainsi de faire consensus au sujet de l'organisation des données, de manière à hausser la fiabilité de l'analyse et de l'interprétation des données. Interprétation des résultats. L'échantillon de participants aux entrevues comportait des cas divergents, ce qui permet de tendre vers une saturation des données et de hausser la crédibilité de leur interprétation. Par exemple, au sujet des sources d'informations consultées, un jeune déclare: Oui, je vais dans les bons lieux, sur Facebook, sur Google. Je vais un peu au hasard, je regarde l'information et je sélectionne la bonne. Un autre participant se distingue par son regard critique face aux sources d'information. Sur Google, n'importe qui peut mettre de l'information. C'est important de connaître d'où vient l'information, si ce sont des organismes qui ont fait des recherches, pas n'importe qui. Comme Wikipédia, on sait que n'importe qui peut y mettre des choses, donc on voit que ce n'est pas un site valable pour avoir une information adéquate. Éthique. Une étude centrée sur les besoins des participants sourds a l'avantage d'honorer le principe de justice, d'intégration et de protection des intérêts des groupes vulnérables en permettant aux personnes sourdes de partager leur expérience en lien avec la santé sexuelle, alors qu'elles sont fréquemment exclues des processus de recherche scientifique, entre autres en raison des difficultés de communication avec le chercheur. Sur un plan plus technique, les chercheurs ayant mené l'étude se sont conformés aux règles éthiques de l'énoncé de politique des trois conseils produites par le gouvernement du Canada. Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et Canada 2014. Potentiel et limites de l'étude. Il est important de souligner que, devant le manque d'études préliminaires et de données sur lesquelles asseoir spécifiquement la recherche, la démarche exploratoire entreprise pose pour une première fois des questions sensibles et centrales qui auraient, bien entendu, mérité une attention quelquefois plus systématique, quelquefois plus approfondie. Or, le contexte de cueillette des données et de production des analyses a fait en sorte que, par exemple, le questionnaire en ligne a été élaboré par la CSSQ à partir du matériel éducatif qu'elle distribue à ses membres et qu'elle emploie lors des présentations dans les écoles. Les questions n'ont donc pas été élaborées par un professionnel de la santé, ce qui entraîne des limites au niveau de la validité du questionnaire. Par exemple, à la question de savoir si le condom est le seul moyen de protection contre les ITSS, la réponse attendue était vraie.
Or, un professionnel de la santé est tenu d'informer le patient que l'abstinence sexuelle est également un moyen de protection valable. Clinique L'Actuelle, S.D. C'est pourquoi il est contestable de considérer vrai comme la bonne réponse à la question. D'autre part, l'utilisation d'une échelle de Likert à 5 points dans la section Connaissance du questionnaire, tout comme l'option Je ne sais pas et parfois à d'autres questions peut être discutable et nuisible au moment d'interpréter les données. Dans le cas des questions sur les connaissances en santé sexuelle, la présence d'une catégorie neutre permettait aux répondants qui n'ont pas une forte opinion sur le sujet de se prononcer. Et demeurait facile à interpréter comme une réponse erronée, puisqu'il s'agissait en réalité de questions dichotomiques. Parmi les autres limites de cette recherche mixte, l'absence aux entrevues de participants provenant de l'extérieur des grands centres urbains limite la possibilité d'explorer les expériences pour un jeune sourd qui vit ailleurs qu'en ville, alors que les organismes de personnes sourdes ainsi que les services d'interprétation s'y font encore plus rares. De plus, l'échantillon de participants aux entrevues est relativement homogène en termes d'identité de genre. Il ne compte pas d'hommes ou de femmes transsexuels. En ce qui concerne la partie quantitative du devis mixte, l'échantillon préliminaire à partir duquel ont été effectuées les analyses présentées demeure très restreint, pour songer à généraliser les résultats obtenus à l'ensemble des jeunes sourds québécois. Que disent les jeunes sourds concernant leur expérience de recherche d'informations en lien avec la santé sexuelle? Source d'informations au sujet de la sexualité. Dans un premier temps, des jeunes sourds rencontrés ont indiqué avoir besoin de supports visuels afin de saisir le message qui leur est présenté. Parfois, en cherchant sur Internet, tu te trouves bloqué à cause du manque de connaissance du français. Donc les sites avec des images aident. Les sources préférées des participants sont Internet et leurs pairs sourds. Les jeunes apprécient la présence d'images en abondance sur Internet. Oui, pour moi, c'est assez facile. J'ai juste à taper des mots sur lesquels je veux avoir des informations. Il y a beaucoup de photos, par exemple sur la grossesse, il y a beaucoup de photos. L'information est donnée à savoir où elle peut aller pour un examen de grossesse, etc. Aussi, sur la prévention des maladies, les sites sont généralement bien faits. C'est facile pour moi d'y avoir accès. Certains participants aux entrevues reconnaissent les avantages d'une source d'information spécialement destinée aux personnes sourdes québécoises. Comme à la CSSQ, on parle du mot et on fait aussi le signe, qui correspond au mot. On nous donne la définition. Là, c'est beaucoup plus clair. Des fois, juste avec l'écriture, il y a des limites. Aussi, de l'information sur les symptômes, comment définir les symptômes, comment les reconnaître. Comme à la CSSQ, on parle du mot et on fait aussi le signe, là, c'est beaucoup plus clair. Des fois, juste avec l'écriture, il y a des limites.
Aussi, de l'information sur les symptômes, comment définir les symptômes, comment les reconnaître. Toutefois, seulement un peu plus du tiers, 21 sur 56, des répondants au questionnaire en ligne ont indiqué avoir déjà visité le site de la CSSQ, ce qui est malheureux puisque celui-ci constitue une réelle source d'informations accessible et valide. Les entendants, eux, ont beaucoup plus de choix. Ils ont plein d'informations, tandis que nous, les sourds, c'est tellement limité. Les services spécialisés en santé sexuelle, ils ne connaissent pas les signes. Malgré l'absence de services de santé offerts directement en LSQ, la CSSQ offre néanmoins un service d'accompagnement de ses membres qui visitent les professionnels de la santé. Bien que cet aspect n'ait pas été abordé en entrevue, l'accompagnement proposé par la CSSQ pose des défis en termes de confidentialité, tel qu'abordé par Mallinson 2004, en lien avec le phénomène de promiscuité entre les membres de la communauté sourde que l'auteur appelle le Deaf Grapevine. Le fait d'être aperçu en compagnie d'un intervenant de la CSSQ peut facilement être un facteur de stigmatisation au sein d'une communauté restreinte comme celle des personnes sourdes. Selon un autre participant, le site de la CSSQ demeure méconnu de plusieurs malgré sa pertinence probable. Vois-tu, tu m'as parlé du site de la CSSQ. Je ne l'avais jamais vu. C'est un élément que je ne savais pas. Il y a donc beaucoup de jeunes qui ne le savent pas non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait même pas où aller chercher de l'information. Peut-être que ça existe déjà et on ne le sait pas. Le site de la CSSQ semble intéressant car souvent il y a des jeunes sourds qui ont de la difficulté avec la lecture. Alors le fait que ce soit un LSQ, ça rend l'information accessible. Pour les sourds qui ont une bonne maîtrise de la lecture, c'est différent. Mais pour les personnes qui n'ont pas une bonne maîtrise, avoir une information visuelle, ça aide beaucoup. En effet, le site offre une information détaillée et complète sur la prévention, le dépistage et les traitements en lien avec les ITSS, dont le VIH-Sida. L'information est entièrement disponible sous forme de vidéo en LSQ et en ASL avec un texte en français ou en anglais reprenant l'information contenue dans la vidéo. Plus des 2 tiers des répondants au questionnaire, 36 sur 56, se disent intéressés à recevoir de l'information adaptée en LSQ et en ASL concernant la santé sexuelle. Les droits et les obligations légales entourant les ITSS, etc. Via les réseaux sociaux, ce qui permet de croire qu'il est essentiel de poursuivre la promotion des activités de la CSSQ via les réseaux sociaux. Il va sans dire que tous n'ont pas la capacité à discerner le vrai du faux quand vient le temps de faire une recherche sur Internet. Or, l'acquisition d'un sens critique face aux sources Internet est rarement priorisée dans l'éducation aux jeunes. Comme s'il allait de soi que chacun soit apte à trier de la myriade d'informations accessibles concernant la santé sexuelle, celles qui sont justes et fiables. Les participants témoignent néanmoins d'une confiance à pouvoir trouver l'information recherchée au sujet de la santé sexuelle. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à recourir à leur père avec qui ils partagent la langue première de communication, soit la LSQ ou l'ASL. Je ne suis pas certain de la fiabilité des sites que je visite.
Donc, d'abord, je vais chercher l'information seul et ensuite, je vais aller vérifier auprès de mes amis. Un autre participant explique que ses amis, avec qui il partage la LSQ, lui permettent de clarifier des informations au sujet de la santé sexuelle. Avec mes amis sourds qui utilisent la langue des signes, mettons, par rapport à du vocabulaire technique, il y a des mots utilisés par les médecins, par exemple, des mots dont je ne comprends pas la signification. Alors, je me réfère à mes amis. Les jeunes ont été nombreux à nommer les pairs comme source d'informations accessibles en raison de l'usage commun de la langue des signes ou encore, ils désignent Internet en raison du support visuel facilitant l'acquisition d'informations. Au cours des entrevues, les participants ont fréquemment indiqué que la communication plus difficile avec les parents en raison d'une langue non partagée a certainement été un facteur les empêchant de recevoir de l'information liée à la sexualité. Je n'ai pas un lien très solide avec mes parents. Je préfère être autonome. Le fait que je sois le seul sourd dans la famille fait que je vais chercher l'information auprès d'autres sourds, car la communication est plus facile. Non, mon père, pas du tout, ne communique pas en LSQ. De manière supérieure à ce qui apparaît dans la littérature, Mitchell et Kushmer 2002, les répondants au questionnaire sont issus à 89 50 sur 56, de deux parents entendants. Cependant, pas moins de 63 des membres de la famille des répondants communiquent en LSQ ou en ASL. À noter que le niveau d'aisance et de compétence en LSQ-ASL n'a pas été questionné, ce qui ne permet pas de conclure que la communication au sujet de la sexualité se déroule dans une langue signée. En entrevue, des participants ont rapporté des expériences de communication négatives au sein de la famille, principalement en raison de la langue première de communication non partagée. Ils, mes parents, communiquaient en signes comme des entendants. Peut-être que c'était aussi un obstacle à échanger avec aisance au sujet de la sexualité parce que nous n'avions pas tout à fait le même mode de communication. Quand j'ai commencé à avoir mes menstruations, je l'ai appris à l'école. Le cycle menstruel. Comment ça fonctionnait? Pas de la part de mes parents. De plus, la méconnaissance par les jeunes sourds de certains termes français les empêche quelquefois de comprendre le message communiqué par leurs parents. Des fois, avec mon père, on essayait par écrit, mais il y avait des mots que je ne comprenais pas. Des fois, je n'étais pas trop certain du vocabulaire. Par exemple, chalme, syphilis. Il y a des mots que je ne connaissais pas. Gonorrhée. Ma mère m'écrivait ces mots-là, mais je ne comprenais pas le vocabulaire. Un autre participant ajoute: pour des enfants sourds qui ont des parents entendants, c'est plus difficile, car la communication n'est pas limpide, n'est pas claire. Parce qu'il y a une barrière qui est principalement la communication. Donc souvent, les parents vont laisser faire. Étant donné que les parents et l'enfant n'ont jamais eu de véritable communication, il y a une gêne qui s'installe quand vient le temps de parler de sexualité. Tandis que moi, mes parents étaient sourds. Donc, on n'a pas de stress lié à la communication. L'absence d'échange en lien avec la sexualité entre parents et jeunes sourds prive ces derniers de certaines informations qu'ils jugent a posteriori essentielles.
Par exemple, cette participante n'avait jamais eu de la part de ses parents l'information au sujet du contraceptif oral d'urgence. On dirait que mes parents ne voulaient pas m'aider. C'est comme si mes parents avaient oublié que j'étais sourde et m'avaient mise un peu de côté. Les sourds, on est souvent oubliés. Cette expérience, en lien avec la crainte d'une grossesse non désirée, témoigne d'un manque d'information résultant d'une communication parent-enfant sourd jugée insatisfaisante. En somme, il est à retenir qu'une communication claire et fluide est un facteur déterminant de la proximité des protagonistes de la relation et ainsi favorise les échanges au sujet de la santé sexuelle. Or, tant dans les sources consultées que dans leur façon de les évaluer, les jeunes sourds semblent rencontrer des défis qu'ils n'identifient pas toujours. Connaissance au sujet des risques de transmission. Malgré la confiance des jeunes à pouvoir répondre le plus souvent de manière autonome à leurs questions en lien avec la santé sexuelle, le score total moyen de 63%, 11,25 sur 18 pour les questions sur les connaissances en matière de santé sexuelle, laisse supposer que les sources d'informations employées ne sont pas valides ou, encore, que les jeunes ont une compréhension souvent erronée de l'information obtenue. Questionnés sur le sujet en entretien individuel, les jeunes témoignent d'une aisance à trouver de l'information recherchée sur Internet et via leur père. Force est de constater que les jeunes sourds présentent des lacunes en matière de connaissances sur les risques de contracter une ITSS incluant le VIH-Sida. Une majorité de répondants, 55%, 31 sur 56, considèrent qu'une personne en couple n'est pas exposée aux ITSS. La même proportion, 55%, 31 sur 56, juge à tort que le fait d'avoir un seul partenaire protège contre les ITSS, ce qui semble cohérent avec la même proportion de répondants, 55%, 31 sur 56, qui ne considèrent pas qu'on puisse réduire les risques de contracter le VIH et d'autres ITSS en limitant le nombre de partenaires sexuels. Près du tiers des répondants, 29%, 16 sur 56, croient que le fait d'avoir des relations sexuelles avec des personnes que l'on connaît bien évite de contracter le VIH ou une autre ITSS. Le quart des répondants, 25%, 14 sur 56, n'est pas avisé qu'une femme enceinte vivant avec le VIH peut le transmettre à son enfant lors de l'accouchement. Finalement, seule une minorité de répondants, 32%, 18 sur 56, reconnaît qu'une personne qui consomme de l'alcool ou des drogues avant une relation sexuelle accroît son risque de contracter le VIH ou une autre ITSS, ce qui s'avère préoccupant, considérant l'effet de désinhibition associé à la consommation de substances, fait largement documenté. Connaissance au sujet des moyens de protection. Plus d'un répondant sur 5, 21%, 12 sur 56, est d'avis qu'une personne sourde n'est pas à risque de contracter le VIH ou une autre ITSS. À la question de savoir si le condom est le seul moyen de prévenir la transmission du VIH-Sida ou des ITSS, près de la moitié des répondants, 45%,
25 sur 56, a jugé à tort que non. En effet, plus du quart des répondants, 27 15 sur 56, est d'avis qu'un contraceptif oral protège contre les ITSS. Seule la moitié des répondants, 50 28 sur 56, est informée du fait qu'il n'existe pas de traitement curatif contre le VIH. Une imposante majorité des répondants, 73 41 sur 56, ne connaît pas la PPE, prophylaxie post-exposition, et une proportion similaire, 70 39 sur 56, ne connaît pas la PrEP, prophylaxie pré-exposition. Ces lacunes sur le plan des connaissances semblent liées au recours fréquent des jeunes sourds à leur père comme source d'information et ou à une utilisation inadéquate d'Internet. Bien entendu, certains démontrent un jugement plus nuancé à l'égard des sources consultées. Ainsi, un participant explique: je ne me contente pas d'un seul site. Je valide, je vais à d'autres sources, et c'est l'ensemble des informations tirées de ces sources qui me donnent la connaissance. Bien que la diversification des sources puisse être efficace pour confirmer ou approfondir l'information, il demeure possible que les sites consultés diffusent tous une information erronée si aucun n'a été validé par les autorités de santé publique. En effet, le nombre de sources consultées sur Internet n'augmente pas la véracité de l'information qui y est véhiculée. Discussion vers un meilleur usage des ressources disponibles. À la lumière des résultats obtenus par le questionnaire en ligne, les jeunes sourds présentent un manque de connaissances au sujet des modes de transmission des ITSS, dont le VIH-Sida, ainsi que sur les moyens adéquats de protection. Il s'agit de besoins auxquels la CSSQ est sans contredit habilitée à répondre. Or, peu de participants à l'entrevue, comme de répondants au questionnaire, disent connaître cette source spécialisée. Conséquemment, les jeunes sourds demeurent tributaires d'une information écrite dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment pour leur assurer des connaissances de base en santé sexuelle. Ils se fient à leurs habitudes de recherche sur Internet et à leur réseau social pour trouver des réponses à leurs questions, non sans risque de désinformation. À la lumière de l'interprétation des données, les déficits constatés dans la littérature se reproduisent dans l'espace québécois, même à l'heure où la circulation de l'information semble plus facile et efficace. Il apparaît illusoire de considérer Internet comme un moyen clé en main pour compenser le manque d'adéquation entre les services généraux de santé, le peu de soutien de la part de leur famille en raison de la barrière linguistique et les besoins en santé sexuelle des jeunes sourds. Puisqu'Internet est un médium privilégié par cette population, les données de la recherche exploratoire démontrent, d'une part, qu'il y aurait lieu de renforcer l'utilisation du site de la CSSQ en utilisant les réseaux sociaux comme moyen de promotion.
D'autre part, un service spécialisé en santé sexuelle, comme la CSSQ, pourrait mettre en œuvre des activités permettant aux jeunes sourds de développer des stratégies de repérage d'une information adéquate en lien avec la santé sexuelle en proposant des capsules d'information sur le sujet, en présentant une liste de sources Internet fiables et en ajoutant à son site déjà existant une section glossaire, de manière à offrir un support en LSQ et en ASL aux jeunes qui visitent des sites en français ou en anglais. Finalement, l'information bilingue offerte sur le site peut sans contredit servir de support à la communication au sujet de la sexualité entre parents et enfants sourds. Conclusion. Les limites méthodologiques de la présente étude identifiée ci-haut sont loin de remettre en question la pertinence de la démarche exploratoire exposée dans le présent article. L'étude menée s'avère à notre avis essentielle, en ce sens qu'elle permet de contribuer aux rares connaissances au sujet de la santé sexuelle des jeunes sourds. Ces derniers démontrent des connaissances limitées concernant les ITSS, dont le VIH-Sida. Leur score moyen de 63% au questionnaire sur les risques de transmission et les moyens de protection en témoigne et s'avère préoccupant. Le présent projet de recherche s'appuie sur un devis original sur le plan international encore jamais réalisé auparavant au Québec. Parmi les forces de l'étude, le formulaire de consentement, le questionnaire et les entrevues ont été menés dans la langue préférée par le participant, permettant ainsi de limiter le biais de compréhension du français ou de l'anglais par les sourds. En outre, les connaissances sur la santé sexuelle ont été évaluées seulement via le questionnaire auto-administré, de manière à limiter le biais de désirabilité sociale qui aurait pu être présent si de telles questions avaient été posées en entrevue. Par exemple, à la question de savoir si la personne connaît la PREP, les répondants au questionnaire en ligne étaient libres de répondre par la négative. Sans crainte d'un jugement défavorable de la part du chercheur. Le croisement des données quantitatives et qualitatives constitue une force indéniable permettant de soulever un questionnement au sujet de cette confiance exprimée par les jeunes lors des entrevues, considérant qu'ils démontrent des lacunes quant à leur connaissance en matière de santé sexuelle. Pour des raisons de communication facilitée, les jeunes rencontrés en entrevue nomment les pairs, Internet et, dans une moindre mesure, la famille comme source d'information. Il semble approprié de se questionner à savoir si ces préférences découlent davantage d'un profil spécifique à la jeunesse sourde ou d'un effet de génération. La littérature parcourue ne reconnaît pas Internet comme une source majeure d'information, ce qui ne correspond pas aux données recueillies via les entrevues menées auprès des jeunes sourds. Il y a fort à parier que le médium ait gagné en popularité de manière substantielle depuis le début des années 2000, ce qui n'est pas rapporté dans la littérature récente. En ce qui concerne les pairs, le risque de désinformation qui est associé est clairement mentionné dans les écrits scientifiques.
C'est pourquoi il apparaît essentiel d'informer les jeunes sur la manière d'exercer un jugement critique sur les sources d'informations dont ils disposent. Un des éléments qui demeure actuellement inconnu et auquel le présent projet de recherche ne permet pas de répondre est la littératie en santé des jeunes sourds québécois et son impact sur la santé et les comportements en santé sexuelle des jeunes. Une telle mesure présente un défi méthodologique incontournable, soit celui de la validation transculturelle d'un instrument de mesure. Parmi les 51 instruments de mesure de la littératie, en santé répertoriés dans la littérature, un seul a été validé auprès des personnes sourdes qui communiquent en ASL, le Newest Vital Sign. Il s'agit par ailleurs du seul instrument à avoir été également validé en français. Or, aucune version en LSQ n'a encore été élaborée. Bien que l'échantillon de participants aux entrevues soit limité, il n'en demeure pas moins que les résultats de la présente étude peuvent alimenter la réflexion au sujet de la santé sexuelle des jeunes sourds québécois, étant donné la relative saturation empirique obtenue grâce aux entrevues. Il est donc possible de considérer que les résultats soient transférables auprès d'un groupe de jeunes sourds américains ou français, étant donné qu'ils partagent avec leurs pairs québécois plusieurs expériences et réalités vécues en lien avec la surdité et l'utilisation d'une langue minoritaire.